Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Une demi-heure pour parler du fond de sujets qui nous préoccupent et qui nous touchent, notamment quand ça tombe de ce qu'il y a au-dessus de nous. Et au-dessus de nous, souvent, il y a l'Union européenne, le Parlement, la Commission, avec parfois des normes, parfois des décisions incompréhensibles. Et dans ce marasme ambiant qui est l'actualité, où le domaine de l'agriculture écrase tout en ce moment, nous avions besoin d'avoir des éclairages sains et démocratiques. Bonjour Céline Imard. Bonjour Maxime Liédo. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio pendant près d'une demi-heure pour aborder justement ces sujets de fond. Vous êtes eurodéputée LR et vous êtes aussi agricultrice, donc vous connaissez tous ces sujets absolument par cœur. C'est l'actualité qui nous écrase. Comment regardez-vous ce qui se passe autour de la loi du plomb? On a vu cette pétition qui atteint désormais qui dépasse le million de signataires, et on a vu aussi la pression politique qui se dégage de cette pétition. Comment vous regardez les choses, vous, avec votre regard d'abord de politique et d'agricultrice ensuite? Ce qui se passe, c'est un cas d'école finalement de la désinformation. C'est assez incroyable parce qu'on a aujourd'hui des personnalités politiques en fait qui jouent sur la peur. Et donc en jouant sur l'émotionnel par rapport à ce qu'on a dans nos assiettes, elles arrivent à faire peur aux gens. Et c'est pour ça que les gens signent cette pétition. On a une loi du plomb qui a été proposée par ce sénateur avec un autre sénateur qui a accompli tout un parcours parlementaire, Laurent Duplomb, et qui en fait est une loi qui est destinée à lever les entraves au métier d'agriculteur, à faciliter, à simplifier, à débureaucratiser. Et alors ça ne fait pas rêver les salons parisiens, ça ne fait pas rêver les écologistes, bien évidemment. Et donc ils ont décidé de focaliser l'attention médiatique de l'opinion publique sur un seul mot, qui est le mot acétamipride. Et effectivement, qui est le fameux néonicotinoïde, qui est le produit phytosanitaire sur lequel toute l'attention médiatique, en tout cas, se concentre pour faire peur. Qui est assimilé à un néonicotinoïde, mais qui n'en est pas nécessairement un. Et ça a été très très bien expliqué par l'EFSA, qui est l'Agence européenne de sécurité alimentaire, de sécurité des aliments, qui est assez stricte dans ses évaluations, et qui aujourd'hui a bien décrété qu'elle est autorisée et elle ne pose aucun problème sanitaire, et elle est bien autorisée chez tous nos voisins. C'est-à-dire qu'on est le seul pays, la France, nous, à l'interdire depuis la loi Pompili 2016, effective en 2018, et cette molécule n'est pas problématique. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des producteurs de betteraves, des producteurs de noisettes qui se retrouvent sans solution pour lutter contre la punaise diabolique, contre le balanin, et on a les agriculteurs français qui perdent entre 30 et 50% de leur récolte. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que pour alimenter les usines de Nutella, pour alimenter les sucreries, on importe des productions qui viennent d'Allemagne, d'Italie, voire de Turquie, qui sont bien entendu traitées avec ce produit, qui ne présente pas de danger. Et donc, on a des agriculteurs qu'on met sur la paille parce qu'ils se font prendre des marchés. Et en réalité, cette désinformation, ce qu'elle produit comme effet, c'est de donner toujours plus de place à l'importation d'autres produits. Est-ce que vous croyez que la France va réussir à tenir sur cette loi du plomb? On voit la plupart de certains politiques, les écologistes, des personnalités de gauche, de Sandrine Rousseau à Marine Tondelier et autres. D'ailleurs, je vois certains membres du parti Horizon dire que c'est le cancer qu'on apporte aux enfants. Est-ce que vous avez suffisamment confiance dans les institutions françaises pour ne pas revenir sur cette loi, parce que c'est ce qui est demandé désormais? Mais c'est extrêmement important d'abord de respecter nos institutions démocratiques, parce que la loi, c'est le Parlement qui l'a fait, et ce n'est pas la dictature des réseaux sociaux. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aujourd'hui... Pour vous, c'est ça, c'est la mobilisation, c'est une sorte de dictature des réseaux sociaux? Parce qu'on instrumentalise les gens en leur faisant peur. Et ça, c'est le fonds de commerce électoraliste qui est mobilisé par les écologistes, qui, je vous le rappelle, ont frôlé la correctionnelle aux dernières élections européennes en frôlant la barre des 5%. C'est ce qui est mobilisé par la gauche, qui en fait constitue une caisse de résonance dans l'opinion publique, qui joue sur la peur, qui joue sur le mensonge et qui vise en fait à ramasser des voix. On est vraiment dans cette visée électoraliste. À côté de ça, on sacrifie nos producteurs qui sont dans une difficulté économique énorme. Alors bon, c'est vrai qu'il y en a qui n'en ont rien à péter de leur rentabilité. Non, mais j'allais vous dire ça. Est-ce que vous entendez, parce qu'on a les propos de Sandrine Rousseau ont fait énormément polémique ici sur cette antenne, nous les avons largement commenté, analysé, critiqué. En revanche, c'est ce qu'elle ne traduit pas, malheureusement, une pensée qui est en train de prendre beaucoup de place dans notre pays, à savoir que les agriculteurs, déjà les fermes elles disparaissent, donc on va peut-être pas commencer à s'en inquiéter. Et puis surtout, rien à péter de la rentabilité, parce que derrière, ce sont des vies, ce sont des cancers, donc au bout d'un moment, il faut faire un choix entre l'argent et la bonne santé. On choisit la bonne santé. Oui, non, mais il y a un véritable problème, c'est que les agriculteurs, on ne leur fait pas confiance.
tout ce peuple de la ruralité, ces gens qu'on dit de la France d'en bas, de la France périphérique, passent leur temps, et nous passons notre temps, à recevoir des leçons de Yaka Faucon, de cette France plus des métropoles, qui roule en trottinette, qui commande du quinoa bio sur des applications, et qui finalement passe son temps à instrumentaliser le buzz, à instrumentaliser la peur, pour dire à cette France qui travaille, à cette France qui se lève tôt, à cette France, et je vous le rappelle, un agriculteur sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. Je vous rappelle que les agriculteurs... souvent de cette difficulté effroyable. Les agriculteurs sont ceux qui travaillent le plus dans ce pays en termes d'heures hebdomadaires. Et en fait, on se fait donner des leçons systématiquement par cette France d'en bas qui criminalise les agriculteurs, qui les traite d'empoisonneurs en leur disant finalement c'est votre rentabilité versus notre santé. Sauf que c'est absolument faux. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture française est la plus vertueuse au monde et la plus réglementée au monde. Et tout ce qui vise à l'affaiblir ne fait en réalité qu'augmenter les importations venues de pays tiers et qui ne respectent pas nos normes et tout ce que nous, on s'impose en termes de normes. Et ça, ce sont des leçons de morale et des leçons qu'on ne veut plus recevoir et qu'on ne peut plus recevoir en tant qu'agriculteur, en tant que ruraux. La France puissance agricole, vous le disiez, va-t-elle le rester? C'est en tout cas une question qu'on est en droit de se poser. Je pense par exemple au camarade Lionel, agriculteur qui nous a appelé il y a quelques jours et qui nous racontait en effet ces journées infernales, bien sûr levé à 5 heures, bien sûr couché à 23, sa femme et sa fille qui partent en vacances, lui non, il reste parce que c'est du 24-24 et les agriculteurs en France sont les bénéficiaires de la PAC. PAC, acronyme pour dire politique agricole commune. Le budget va changer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça et pourquoi c'est un véritable risque pour la France, mais pour nos agriculteurs, c'est-à-dire pour tous ceux qui nous écoutent? Alors, c'est un véritable risque parce que dans le mot PAC que vous avez si bien expliqué, politique agricole commune, on fait disparaître 2 lettres. On fait disparaître le P de politique, parce que là, ce n'est plus une politique, et on fait disparaître le C de commune. Ce qui se passe, ça a été annoncé par la présidente de la Commission von der Leyen mercredi dernier, ce qui se passe, c'est qu'on prend 80% de tous les fonds que constitue le budget européen aujourd'hui et on les met dans un fonds unique, avec les fonds de cohésion, les fonds régionaux, les fonds de la politique agricole commune. Pas un budget qui soit fléché directement vers l'agriculture. On met tout ça dans un vaste pot commun et on le renationalise avec 27 enveloppes que géreront les États membres. C'est une manière, dans le paradigme qui arrive aujourd'hui au niveau européen de l'élargissement, notamment à la Serbie, à la Moldavie, à l'Ukraine, auquel la majorité des institutions européennes, ce qui n'est pas notre cas, avec les députés, les républicains, puisque nous y sommes opposés. Vous opposez à l'entrée de l'Ukraine, oui. Absolument. Dans ce paradigme de l'élargissement, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, l'Europe a une gouvernance à bout de souffle, un système de financement à bout de souffle, et donc c'est une manière d'anticiper cet élargissement et de dire, puisqu'on sait que de toute façon, le budget tel qu'il est aujourd'hui ne pourra pas tenir, on va tout fusionner et on va redonner ça aux États. Et là, le gros danger pour les agriculteurs et pour le monde agricole, c'est qu'aujourd'hui, la PAC, elle est destinée initialement, 60 ans de PAC, c'est destiné à quoi? C'est destiné à assurer la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire du continent, c'est destiné à assurer aux agriculteurs un revenu décent. 77% des aides directes aux agriculteurs, c'est ce que représente, la PAC, et 85% des subventions qui sont reçues par les agriculteurs dépendent de cette PAC. Absolument. Et c'est vrai dans tous les pays du monde et dans toutes les puissances du monde. Si vous regardez le soutien aux États-Unis à travers le Farm Bill qui est fait aux farmers américains, si vous regardez le soutien dont bénéficient les agriculteurs chinois, brésiliens, indiens, on va dire, de la motivation, de l'essence dans la machine. Absolument. Pourquoi? Parce que la production d'alimentation aujourd'hui est un secteur absolument stratégique. Et l'alimentation est agitée comme un hochet par toutes les puissances mondiales. Elles savent très bien que l'alimentation est une arme et qu'aujourd'hui, il faut absolument avoir cette capacité d'être souverain sur la production de notre propre alimentation. Aujourd'hui, c'est une folie ce qui est en train de se passer. De réduire le soutien à l'agriculture et aux agriculteurs et de multiplier les accords de libre-échange, ça donne quoi? Ça donne qu'aujourd'hui, on délègue à une autre partie du monde ou à d'autres parties du monde le soin de nous nourrir. C'est déjà ce qui est à l'œuvre. Est-ce que c'est conscient ou inconscient selon vous? Je pense que c'est malheureusement conscient pour certains, inconscient pour d'autres, mais conscient pour certains. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à importer. On importe déjà beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de volailles. Demain, si l'accord avec le Mercosur venait à être ratifié, on importerait nos viandes, on importerait de l'éthanol, on importerait énormément de denrées qui font notre cœur de gamme en consommation. On ne peut pas d'un côté baisser le soutien à nos agriculteurs et dépendre du reste du monde pour nous nourrir. C'est extrêmement dangereux parce qu'en cas de pépin géopolitique, on peut avoir jusqu'à une rupture des chaînes d'approvisionnement européennes, sans compter évidemment que ça fait rentrer une nourriture qui a des normes bien
inférieur à ce qu'on produit avec des hormones, avec des OGM, avec des produits interdits depuis 30 ans chez nous. Et donc ça, ce n'est pas acceptable. En termes de bilan carbone, ce n'est pas acceptable non plus. Donc tout le monde y perd. Le fait de baisser le soutien aux agriculteurs, c'est le citoyen et le consommateur qui est perdant. On parlait au début de cet entretien, en effet, du risque de voir énormément de désinformation arriver. Ça sera la deuxième partie de notre entretien, juste après, bien sûr, ce sujet du Mercosur, quand vous évoquez la souveraineté alimentaire, qui gagne du terrain, peut-être pas à la une de l'actualité, mais en tout cas dans les rouages de la Commission européenne. Et vous parliez des chiffres, nous importons désormais 60% de notre volaille et nous consommons 50% de nos fruits et légumes également sont importés, 80% de notre poisson. Donc en termes de souveraineté alimentaire, c'est évidemment un enjeu phare. Il sera question du Mercosur dans quelques instants, mais aussi du rôle des ONG, notamment à l'échelle européenne. Vous allez le voir sur une multitude de sujets et peut-être que c'est un rôle qui n'est pas négligeable dans les décisions qui sont prises et dans les budgets qui sont alloués. Et je suis sûr que vous n'en soupçonnez pas la moitié. Vous êtes bien sur Sud Radio et on se retrouve dans quelques instants avec Céline Imard, eurodéputée LR et ancienne agricultrice même. On dit ancienne ou toujours agricultrice ? Toujours agricultrice, dont l'expertise est précieuse dans cette période où l'agriculture surplombe clairement l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Nous sommes toujours en compagnie pendant encore un gros quart d'heure de Céline Imard, toujours agricultrice et eurodéputée LR. Merci beaucoup d'être avec nous. On parle quand même de sujets de fond, souveraineté alimentaire, qui dit souveraineté dit puissance. Et dans tout ce que vous disiez sur le détricotage actuel de la politique agricole commune, plus connue sous l'acronyme PAC, qui est quand même une fierté française. La France en est en plus le premier bénéficiaire. Il y a cette question, bien sûr, de la survie de nos agriculteurs, mais elle se pose aussi d'une autre manière, la survie de nos agriculteurs, notamment par ce qui se passe avec le Mercosur. On le sait, cet accord... on a l'impression que ça a disparu de l'actualité. On se souvient des grandes manifestations qu'il y avait eu. Or, derrière, en coulisses, dites-moi si je me trompe, Céline Imard, mais la Commission fait tout pour essayer d'acter le traité. Alors que pourtant, en France, on se souvient de Michel Barnier, Premier ministre, qui avait organisé un débat. L'Assemblée s'y était opposée. Est-ce qu'on va réussir en France à ce que le Mercosur ne vienne pas écraser nos marchés agricoles ? C'est difficile parce qu'Annie Genevard essaie de réunir une minorité de blocage. Ministre de l'Agriculture. Ministre de l'Agriculture essaye aujourd'hui de réunir une minorité de blocage au Conseil qui est difficile à obtenir, il faut bien le savoir. Et ensuite, au niveau des parlementaires, nous essayons de mobiliser. Moi, j'essaye de mobiliser tous les jours mes collègues pour leur dire il faut voter contre le Mercosur. Mais quand vous dites vous mobiliser, c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que spontanément, ils n'en ont pas le réflexe de se mobiliser contre ? Et non, et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on leur dit attention, bœuf aux hormones, OGM, tout ce qui est interdit chez nous, déforestation, bilan carbone, ce sont des arguments qui nous paraissent, en tout cas qui me paraissent être des arguments massus. Parler à un député suédois, il va me dire mais attendez, moi j'ai une filière du bois et du meuble. Donc quand je vais revenir devant mes électeurs en 2029, ils vont me dire mais pourquoi tu n'as pas défendu un accord qui pour nos filières bois et meubles était quelque chose de bon. Quand je parle à un député chypriote ou maltais, eux ils dépendent énormément des importations pour nourrir leur île, ils ne sont pas autosuffisants, ils nous disent mais moi cet accord il va bénéficier à mes citoyens parce qu'en fait ça va faire baisser l'inflation. Quand vous parlez à des députés de pays qui ont une industrie automobile, chimique, pharmaceutique, ils vont dire moi je vais ratifier cet accord parce que ça correspond aux intérêts de mon pays. Et puis vous les Français, vous venez toujours nous faire la leçon, vous nous demandez de ne pas ratifier le Mercosur pour protéger votre agriculture. Mais regardez votre agriculture, vous avez le coût de la fiscalité le plus élevé d'Europe, vous avez les charges sociales les plus élevées d'Europe et vous vous amusez à interdire l'acétamipride alors que chez nous c'est complètement autorisé. Et en fait vous vous tirez une balle dans le pied avec les surtranspositions dans votre agriculture. Vous êtes tout à fait capable de la flinguer tout seul, vous comme des grands. Et donc maintenant vous nous demandez que c'est à cause du Mercosur. Exactement, qui n'est pas encore entré à vigueur, et vous n'allez pas nous demander de voter contre le Mercosur qui, pour nos industries, pour le tissu économique de notre pays, est favorable, pour protéger une agriculture que vous avez déjà flinguée tout seul sans que le Mercosur soit déjà entré en vigueur. Donc c'est difficile aussi de convaincre. On le fait, on s'y emploie et en tout cas, moi et avec la délégation, nous ferons tout ce que nous pourrons pour empêcher la ratification de cet accord parce qu'elle n'est bonne ni pour la planète, ni pour la santé humaine, ni pour les agriculteurs de notre pays. Et vous avez d'ailleurs à ce propos signé une tribune dans le Figaro il y a 1 ou 2 semaines pour signifier justement que si à un moment on avait accepté que l'Europe ne soit plus l'usine de monde et de délégués, il ne faut surtout pas que ça arrive avec l'agriculture, c'est-à-dire que c'est aussi conséquent que ça le changement que ça pourrait avoir le Mercosur, c'est-à-dire vraiment alors que là on dit que souvent l'Europe est la ferme du monde, ça pourrait venir totalement basculer cette appellation-là. Disons que les 99 000 tonnes par exemple de viande bovine
Aujourd'hui, quand vous avez les producteurs de Mercosur, ils les exportent essentiellement vers la Chine et vers les États-Unis pour faire des burgers, des steaks hachés. Donc c'est de la viande hachée, c'est de la boulette, c'est pas de la viande noble. Et on sait que cet accord, ce quota de 99 000 tonnes, ils vont l'utiliser sur les morceaux nobles. Et en fait, sur les morceaux qui vont directement venir concurrencer la production qualitative de nos agriculteurs. Et c'est pour ça que nous avons tiré la sonnette d'alarme avec Thibault de Montbrial en disant aujourd'hui, la Chine est devenue notre usine, ne laissons pas les pays du Mercosur devenir notre ferme. Et sur tous ces sujets, et vous en êtes vraiment emparé avec force, c'est le sujet des ONG. Parce que vous dites, et vous avez tiré la sonnette d'alarme, et vous continuez à tirer la sonnette d'alarme depuis quelques mois sur tous ces sujets phares, l'agriculture, la science, que ce soit souvent aussi les intérêts industriels. Il y a un problème européen, on se souvient de ce mauvais lobbying orchestré au sein de la Commission pour faire passer le Green Deal. Vous dites, il y a un budget européen monstrueux accordé aux ONG qui en fait influence avec une désinformation massive la plupart de nos votes et la plupart de nos conversations, de nos décisions. Et il n'y a aucune transparence. Comment c'est possible quelque chose comme ça ? Mais écoutez, alors oui, c'est une petite bombe à retardement. Aujourd'hui, ne serait-ce que le programme LIFE destiné à faciliter la transition écologique du continent, qui est versé essentiellement à des ONG dites environnementalistes, c'est 7,5 milliards d'euros sur la période de programmation budgétaire. Et en fait, là où le bas blesse... de programmation budgétaire, c'est combien de temps ? C'est 7 ans ? C'est 8 ans. C'est 8 ans. Ouais, donc 7,5 milliards d'euros sur 8 ans. 7,5 milliards d'euros qui sont distribués à des ONG et qui se réclament de la société civile, mais aujourd'hui qui ne sont pas contrôlés. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, 40% de ces ONG captent 30% de ces fonds, de ces 7,5 milliards, mais on ne sait pas lesquels. On ne sait pas combien exactement, parmi tous les appels à projets, parmi tous les financements qui sont distribués, elles captent, et surtout, pourquoi elles les utilisent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des ONG environnementales qui utilisent ce genre de fonds pour faire campagne contre l'agriculture, pour faire campagne contre les intérêts industriels. On l'a vu sur le nucléaire. Et aujourd'hui, on a ces ONG qui ont directement cherché à influencer les votes des parlementaires pour défendre l'agenda décroissant de la Commission lors du dernier mandat. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a de l'argent donc de citoyens français, belges, allemands, mais aussi donc notre argent qui va financer et donc va désinformer massivement. Donc quand vous dites qu'ils vont utiliser cet argent, c'est quoi ? C'est la campagne de désinformation sur les réseaux sociaux, c'est des spots de pub, c'est quoi, payer des influenceurs ? Absolument, mais ce n'est pas évalué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les ONG en fait signent une charte, elles disent qu'elles représentent la société civile, elles mettent des mots aussi alléchants que diversité, inclusion, écologie, etc. Elles vont capter des fonds sur des appels à projets et on ne sait pas derrière, on n'a pas des systèmes d'évaluation de savoir qu'est-ce qu'elles font avec et donc comment elles sont contrôlées. Donc non seulement on a une opacité totale sur le versement de ces financements qui est attribué par la Commission sur des appels à projets, mais ensuite on n'a pas de contrôle en système, en finance un système de clientélisme complètement opaque, sans avoir de visibilité sur combien chaque ONG touche, pourquoi faire, comment elles vont essayer d'influencer par exemple les votes des parlementaires, et ensuite pour quelles actions elles vont distribuer ou utiliser ces fonds. Et ça c'est un système qui aujourd'hui manque de transparence, manque de contrôle et il faut absolument mettre les pieds dans le plat. C'est un de mes combats phares au Parlement européen, notamment où je siège en commission des budgets. Aujourd'hui, on ne peut plus dilapider l'argent des contribuables, des citoyens, l'argent que payent ceux qui travaillent dans un système d'opacité la plus totale et dans un système, il faut le dire, qui va souvent chercher à saper les fondements de notre société, notamment pour tout ce qui est des gens qui travaillent et qui produisent chez nous. Céline Imert, je rappelle que vous êtes agricultrice, eurodéputée aussi LR. Il y a dans ce que vous dites aussi quelque chose de déprimant, dans le sens où quand vous dites on essaye vraiment de porter ce combat, je m'y engage, vous me faites penser à un rapport de l'école de guerre économique sorti il y a quelques semaines qui explique que le danger aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans nos débats, c'est qu'elles sont extrêmement coordonnées. Non seulement il y a beaucoup de fonds publics, mais elles sont extrêmement coordonnées, contrairement peut-être aux politiques, aux industriels, aux agriculteurs. Comment réussir à faire une force peut-être suffisamment puissante, suffisamment coordonnée pour avoir un renversement à un moment du discours, ou du moins qui devienne un peu équitable? Est-ce que c'est possible? Alors d'abord, on a quand même des alliés. On sent une frilosité quand même un peu générale. Oui, absolument, mais on a quand même des lanceurs d'alerte extrêmement sérieux, comme la Cour des comptes européenne, qui, quand elle se penche sur ce système d'opacité construit, parle d'un casse-tête effroyable. Donc on a la Cour des comptes qui tire la sonnette d'alarme. Avec quelles conséquences derrière? Avec des conséquences que de toute façon, politiquement, la Commission et les décideurs vont être obligés de prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, on a une opinion publique aussi qui se réveille sur ces sujets. Moi, je suis lanceuse d'alerte, on est lanceur d'alerte sur ce sujet, mais les gens commencent à prendre conscience qu'on ne peut plus continuer avec ce système. Donc il y a une pression politique qui est extrêmement forte. Ensuite, on a
parliez du rapport de l'école de guerre économique. Aujourd'hui, par exemple, il a mis en évidence, et j'ai invité son patron Christian Arbulot à faire une conférence à Bruxelles, on se rend compte que, par exemple, des ONG dites de bien-être animal, comme L214, sont en réalité financées... Connues par beaucoup de gens qui nous écoutent. Absolument. Des ONG dites de bien-être animal, comme L214, se font financer par des entreprises de la food tech, à la Silicon Valley, qui investissent des millions et des millions sur la viande de laboratoire, sur la nourriture cellulaire. Et donc, ils cherchent à déstabiliser l'élevage européen, la production traditionnelle qui est faite de qualité par nos agriculteurs, pour mieux laisser les consciences ouvertes à la consommation de cette fausse viande. Donc ça, ce sont des cas d'ingérence informationnelle aussi de l'étranger, de guerre de l'information, de guerre de la désinformation. Et aujourd'hui, on commence à mettre la lumière pour ce système. Autre sujet aussi important, mine de rien, sur lequel, et ce sera ma dernière question, Céline Mar, un sujet qui est beaucoup monté ces derniers temps, c'est un Coran européen. Ce serait un projet européen, c'est présenté comme étant un projet dit scientifique, avec cette description qui est que le Coran doit jouer un rôle important dans la formation de la diversité et de l'identité religieuse européenne et médiévale. Là aussi, ça a reçu une enveloppe de 9,8 millions d'euros de subventions. Vous dites, ça n'est pas possible, un projet comme ça ne doit pas exister. Ce n'est pas possible parce qu'on cherche en fait à occuper les consciences. Et on cherche toujours à être dans cette guerre et dans cette lutte informationnelle. De manière globale, on a des entités comme la FEMISO, comme Islamic Relief. Donc la FEMISO, qui un peu le costume-cravate des frères musulmans, qui sont très liés à cette association de jeunesse musulmane. En 2021, la présidente de la FEMISO déclarait que la seule chose que la France exporte le mieux, c'est le racisme. 200 000 euros derrière dans la caisse. Obtenu de l'Europe. Vous avez des ONG comme Islamic Relief qui justifient les actions du Hamas, qui présentent le Hamas comme le plus pur acte de résistance, qui obtient aujourd'hui des fonds européens. Et ce fonds pour le Coran européen, ça montre tout simplement aussi qu'on attribue des fonds au niveau européen à des entités dont l'agenda politique et l'agenda militant aujourd'hui est contre nos valeurs et sape les fondements des valeurs de notre société. Donc effectivement, ce genre d'ONG aussi très militante à pignon sur rue à Bruxelles. Et moi, je me suis employée dès le budget de l'automne dernier, et je m'emploierai encore à le faire, à déposer un amendement dans la résolution budgétaire pour que toute entité liée à l'islamisme ou au terrorisme ne puisse plus être financée par des fonds publics. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup Céline Mar d'avoir été avec nous sur Sud Radio pendant plus d'une demi-heure, et j'encourage tous les auditeurs captivés par ce que vous venez de dire et sur ces enjeux d'agriculture, de souveraineté, de suivre vos travaux. Vous êtes très souvent sur les réseaux sociaux justement pour faire la pédagogie de ce que vous essayez de mener comme combat au niveau européen. Agricultrice, eurodéputée LR, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Demain, on se retrouve 10h, 13h en direct évidemment sur Sud Radio. Même heure, même studio, et je vous souhaite une très belle après-midi sur Sud Radio, notamment en compagnie de Jacques Pessis. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.